Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux projets artistiques locaux, tout d'abord dans le domaine de la mode et puis de la photographie. Sur notre plateau, deux invités qui nous parleront de deux espaces bien distincts. Tout d'abord, l'espace et à la Grenette. Et puis, on parlera de la Biennale internationale de la céramique de Saint-Cergue. Avec vous, François Braque, vous êtes le président et fondateur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, cette troisième édition... Pour la deuxième, déjà, vous nous aviez dit que c'était une édition dans la continuité. Troisième, toujours pareil? Oui, alors édition dans la continuité, en ce sens que nous poursuivons l'exposition de céramistes et de céramique. Donc de ce point de vue-là, évidemment, c'est dans la continuité. Maintenant, c'est vrai que nous cherchons évidemment à chaque édition à renouveler le panel des participants, en allant chercher finalement des travaux qui nous plaisent, puisque dans le fond, les céramistes participants sont invités. Donc nous effectuons une sélection, je dirais, entre guillemets, subjective, en ce sens que nous ne procédons pas par le biais d'un concours ou d'un appel, disons, à la participation particulière. Qu'est-ce qui fait, du coup, que vous craquiez et vous choisissez cet artiste-là? Alors, je dirais que c'est une question d'émotion. Vous savez, le Corbusier disait que la technique, c'est ce qui fait tenir le bâtiment. L'architecture, c'est l'émotion. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. La céramique, ça passe par l'émotion aussi. Ça passe par l'émotion, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des travaux d'une telle variété, j'entends, qui touchent finalement des domaines, je dirais, tellement différents de l'expression artistique, que dans le fond, on ne peut pas ne pas être, je dirais, ému finalement à un moment ou à un autre par un travail auquel on est confronté. Et c'est vrai que la céramique, je pense à ce site particulier, c'est qu'elle permet une palette d'expression, une vastitude d'expression qui n'est peut-être pas atteignable finalement avec d'autres matériaux. On s'en rend compte en fait en voyant les travaux que nous exposons notamment lors de cette édition, qu'on a des choses par exemple qui sont d'une puissance absolument extraordinaire, et puis qu'à côté de ça, alors on a des travaux qui sont peut-être beaucoup plus intimes dans leur expression et qui vont finalement parler, je dirais, à un autre sentiment. Je pourrais vous parler par exemple de Claude Champy, qui est un céramiste français, je veux dire, qui est d'une puissance absolument extraordinaire. Et du reste, ça nous a posé un petit problème d'installation. Parce que, ouais, c'est-à-dire qu'il écrase un peu tout, quoi, je veux dire. Je m'excuse de citer encore une fois Le Corbusier, mais il disait, lorsqu'il était confronté au Parthénon dans un de ses voyages à Athènes, qu'en fait, c'est un édifice qui écrasait tout 20 km à la ronde. Champy, c'est un peu ça, je veux dire, il écrase tout. Donc on a dû lui trouver une place dans la salle, finalement, pour qu'il ne dise pas aux autres. Non, ça, c'est une anecdote. C'est surprenant, justement, parce que dans l'image collective de monsieur et madame tout le monde, quand on pense à la céramique, on pense à de la vaisselle. Du coup, comment vous cassez cette image? Alors, bien sûr, oui. Alors ça, c'est évidemment l'approche récurrente. Je veux dire, la céramique, c'est de la vaisselle aussi. Mais il faut faire une distinction, je dirais, entre la céramique utilitaire, qui a toute sa valeur, bien entendu, et puis la céramique artistique telle qu'on l'expose. Je dirais ce que nous proposons finalement au public, c'est une céramique d'auteur, c'est une céramique au travers de laquelle les gens vont s'exprimer, vont exprimer leur personnalité, vont exprimer des sentiments, vont exprimer une matérialité. Je dirais qu'on est dans le domaine des beaux-arts, quand bien même c'est peut-être un peu... Et on voit ici certaines pièces qui seront exposées. Voilà, Antonio Spoto par exemple, qui est un céramiste belge, Brigitte Marionneau, qui est une céramiste française. Alors bon, là on a évidemment deux choses qui sont très différentes. Par exemple, on a une pièce particulièrement colorée, ou chez Brigitte Marionneau, voilà Rebecca Meder, qui est en fait une céramiste suisse, qui elle travaille la porcelaine dans le cas présent sous la forme de moulage. Et voilà, Claude Champy avec un de ses récents travaux, Clé de voûte. C'est justement de comparer la céramique suisse à celle qui est étrangère. Aujourd'hui en Suisse, qu'est-ce qui se fait? En Suisse, je dirais qu'on a une production céramique qui est extrêmement diversifiée aussi. On a, je dirais, des céramistes qui sont d'une grande qualité, qui produisent des pièces également d'une grande qualité. Et je dirais qu'il y a de toute façon un regard entre les céramistes d'un pays à l'autre, parce qu'il y a des échanges, il y a des confrontations, etc. Donc on remarque finalement que la céramique suisse s'intègre parfaitement au sein, je dirais, de la céramique européenne, par exemple, avec des spécificités qui sont les siennes. Difficile peut-être d'arriver, je dirais, à localiser une céramique par rapport à son aspect, par rapport à son apparence. On n'est pas, je dirais, il n'y a pas une typicité ou une typologie suisse, une marque suisse. qu'on pourrait reconnaître peut-être à la céramique zurichoise, une certaine urbanité, quelque chose comme ça. Donc nous avons deux représentants du reste, Andreas Steinemann et puis Erika Fankhauser. Mais au-delà, je dirais qu'on a... Alors, ce qu'on peut dire, c'est
Effectivement, en Suisse, on a 3 centres de formation, qui sont d'excellents centres de formation. Qui sont d'ailleurs représentés à la Biennale. Alors Genève, Vevey et Berne. Et ces 3 centres de formation organisent un concours interne à la fin de chaque année. Il y a une promotion CFC, puisqu'ils forment, je dirais, des céramistes sur la base d'un certificat fédéral de capacité. Et en fait, il y a un concours interne duquel émergent ou ressortent des lauréats qui sont regroupés sous un label qui s'appelle Plateforme, qui est véhiculé par Suisse Céramique, qui est l'organe fêtier des céramistes suisses, et que nous exposons dans le cadre de la Biennale. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais j'entends, nous les exposons dans le cadre de la Biennale. Ce qui permet finalement à ces jeunes céramistes d'être confrontés finalement à leurs pairs qui ont déjà, alors pour la plupart, une expérience. Plus d'expérience. Voilà, mais je dirais que c'est intéressant finalement de confronter ces jeunes céramistes en devenir avec des céramistes confirmés. Voilà. François Braque, merci. Et donc la Biennale internationale de la céramique de Saint-Cergue à voir à partir du 22 septembre. Et puis bonne céramique à vous. Merci. Merci à vous. Des vestes qui racontent des histoires et un quartier, c'est le projet mené par District. Il vous le présente. La couture, vraiment, c'est un métier que j'aime beaucoup. Quand je suis sur la machine à coudre, je me suis rendu compte que je gagne beaucoup d'idées et puis je suis tranquille, quoi. J'oublie mes soucis, souvent. J'ai fait, en fait, 3 pays d'Afrique pour apprendre. Voilà, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Mali aussi, j'ai fait beaucoup là-bas, et plus mon pays natal. C'est l'histoire d'Ousseni Koulibaly, couturier venu du Burkina et qui crée à l'escabeau de Nyon. C'est au fond de l'atelier et avec sa machine à coudre que l'artisan conçoit des bombers pour District. Un projet associatif mis sur pied par Raphaël et qui cherche à valoriser les quartiers. District, c'est un projet que je mature depuis à peu près 1 an, qui a pour vocation de raconter les histoires des quartiers multiculturels, multigénérationnels, multiethniques. Et pour moi, j'ai vraiment essayé de trouver une façon d'essayer de valoriser cette richesse portée par ces quartiers. Très vite, son choix se porte sur les bombers, ces blousons unisexes dont la forme vient des États-Unis. C'est pour moi un territoire d'expression absolument génial pour raconter des histoires. C'est-à-dire qu'une veste, c'est un peu la prolongation de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on s'affirme souvent par les vêtements. Si je prends des exemples aux États-Unis, où il y a tous les collèges ou les universités qui ont leurs bombers avec le nom de l'université, c'est pas parce que je pense qu'ils trouvent beau le bombers, c'est parce que il représente une certaine stature de qui ils sont. Ça serait votre objectif d'avoir des bombers nyonnais ? Alors, c'est une bonne question. J'ai déjà le sentiment de créer des bombers rives. Donc pour moi, ils sont nyonnais. Des bombers nyonnais donc, mais surtout uniques, pensés et créés sur place par des talents locaux. Ousseni met environ 8 heures pour réaliser un bombers. Ici, chaque détail compte. Oui. Tout ce que tu coupes, tu repasses. Et puis... Donc souvent, je prends toute une journée et puis je fais ça. Voilà, c'est comme ça. Si par la suite Raphaël espère que son projet s'étende à d'autres quartiers, voire d'autres villes, c'est à Nyon, son propre lieu d'habitation, qu'il a souhaité débuter. Et ça marche, tout le monde veut l'essayer. Je vais l'essayer dans l'autre sens, je peux aussi ? Ah ouais, là on est bien. Ça, c'est bon. Ouais, j'adore. Moi j'adore. Ah, moi j'aime. Bel article qui est très beau, qui est très coloré. Et puis je pense que le projet va très bien avec l'escabeau. C'est tout à fait conforme à notre état d'esprit. L'avantage, c'est déjà d'avoir avec un moyen de communication super tendance, qu'on parle de notre quartier, et puis peut-être créer aussi une cohésion au sein du quartier, puisque c'est un projet de quartier, et donc je pense que tout le monde va se sentir concerné et fier une fois qu'ils verront le blouson. Mais du coup, ton objectif, c'est quand même de les vendre, ces vestes. Alors, absolument pas. C'est absolument pas de les vendre. Il n'y a aucune démarche mercantile derrière. Cette veste, elle a une valeur, évidemment, j'ai presque envie de dire philosophique. Elle a aussi une valeur marchande. C'est du made in Suisse 100%, donc c'est pas donné. Néanmoins, si quelqu'un arrive et me dit je veux une veste et qu'il a beaucoup d'argent, c'est pas pour autant qu'il l'aura. C'est même sûr qu'il l'aura pas. C'est-à-dire que cette veste, il faut la mériter ? Il faut la mériter.
il faut la mériter. Alors, si pour l'instant District fonctionne sur le mode de l'autofinancement et sera bientôt soutenu par la ville, Raphaël cherche des sponsors. Enfin, si vous souhaitez raconter et porter votre histoire, n'hésitez pas à contacter l'association. Peut-être que vous méritez votre blouson. Quant à Ousseni, sachez qu'il est motivé à partager son talent. J'aime partager ce que je sais faire avec des enfants, des adultes, et puis voilà. Donc peut-être si avec Raphaël ça peut aller. Donc si l'idée c'est j'aimerais que ça avance. Voilà. Et puis oui, partager mon savoir-faire. Voilà. Un an après son ouverture, quel bilan fait l'espace et à quelques jours de ses portes ouvertes H24 du 21 septembre au 6 octobre. Ça s'appelle Bureau des questions importantes et on en parle avec vous, Chloé Démétriades. Bonjour. Bonjour. Alors le bilan déjà de cet espace et après une année, qu'est-ce qu'il en est? On a commencé plutôt il y a 9 mois, on a commencé fin janvier. On a de la chance, on a été très actifs depuis le début, on compte déjà 12 expositions et 33 événements depuis fin janvier. On a été très surpris, très vite, on a vraiment eu de la chance dans la fréquentation, à savoir qu'on a eu 50 à 100 personnes à chaque vernissage et de 30 à 100 personnes pour les événements selon les différentes formes que ça a pris. On était vraiment très contents parce qu'on a eu la chance de réunir nos 5 réseaux, donc on est 5 à gérer ce lieu. Au départ, il y a Jessica Vaucher, Stéphanie Pfister, Pierre Schwertzmann et puis Barbara Ciampa. Et du coup, par rapport... c'était de relier des milieux artistiques différents. Voilà. Et puis surtout parce que je pense qu'à 5, on est plus fort. C'est quand même un investissement énorme par rapport à la globalité des événements qu'on a mis en place. On a réussi en fait à mélanger ces publics qui étaient déjà entre guillemets acquis aux pratiques artistiques d'aujourd'hui. On essaye vraiment de montrer les différentes facettes que ça peut représenter. Et puis la chance qu'on a eue, c'est que petit à petit, en fait, les Nyonnais nous ont rejoints. Donc on a en fait un public fidèle qui a commencé à venir, qu'on ne connaissait pas du tout au départ et qui vient à chaque fois. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des gens de Lausanne et de Genève qui viennent, alors que c'était quand même un gros questionnement. Pourquoi venir à Nyon s'il y a déjà tout ce qui se passe à Genève et à Lausanne? Donc ça s'est fait petit à petit. Puis vu qu'on a en fait des artistes, 50% d'artistes locaux jusqu'à maintenant, et puis pas mal d'artistes quand même aussi qui viennent un peu au-delà en Suisse et puis finalement aussi de l'étranger. Et là, en fait, ça amène... Ce public fidèle dont vous parlez, est-ce qu'il a une caractéristique particulière? Est-ce que c'est des gens qui s'intéressent de base à la culture ou justement est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encore aller chercher pour faire venir des gens s'intéresser à la culture? Alors, on a justement une part de gens qui sont des artistes ou pas du tout, mais qui sont acquis, entre guillemets, à la culture, qui viennent. Et puis, de l'autre côté, on a justement ces petites surprises qui sont des gens qui ont l'habitude de traîner un peu en ville de Nyon, de différentes générations, ou justement des gens qui, en fait, par curiosité, parce qu'on a quand même la chance que ça donne sur la rue, c'est vraiment une vitrine qui donne sur la rue, qui invite à entrer. Et en fait, c'était un peu notre pari, notre questionnement. Et du coup, ça a commencé à se faire. Et notamment là où on a eu des jolies surprises, c'est qu'en mai dernier, on a fait l'exposition pour les 100 ans des petits pêcheurs. Oui, et là, du coup, voilà. Et là, on a vraiment eu de la chance parce que ça a convié des gens qui ne seraient jamais venus autrement. Et je pense que c'est petit à petit par ces actions qu'on a envie de faire, et notamment par le prochain projet, où on aimerait vraiment ouvrir nos portes à tout à chacun et que les gens se sentent les bienvenus pour venir donner leur avis, venir découvrir ce qui s'y passe et passer du temps ensemble autour de tout ça. Justement, on y vient parce que à la base, vous l'avez dit, donc 5 artistes qui fondent cet espace. Mais selon vous, aujourd'hui, quel est le rôle d'un artiste? Parce que voilà, il y a cette manifestation, bureau des questions importantes, vous posez des questions, mais est-ce que c'est pas le rôle finalement d'un artiste aussi de répondre à ces questions? Moi, je pense qu'il y en a plein qui s'en chargent. On a de la chance aujourd'hui de pouvoir parler d'à peu près tout. Je pense que de toute façon, c'est tellement divers les pratiques des artistes aujourd'hui, mais à mon sens, en tout cas ce que nous on essaye de faire, c'est que je crois qu'on est tous en train de mélanger dans nos vies à la fois nos pratiques artistiques, nos engagements militants pour différentes choses, nos jobs alimentaires, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, c'est pas comme ça qu'on gagne notre vie. Et finalement, je crois que ces choses-là, on a du plaisir en fait à faire que ce soit des vases communicants, de faire que ce soit des espaces de rencontres sociales, de partage. Et donc finalement,
à notre sens aujourd'hui, je ne crois pas qu'on a besoin de donner vraiment une étiquette à l'artiste, mais je crois que ce qu'on veut faire dans cet espace, c'est de dire en fait que par ces questions des pratiques artistiques, on aimerait en fait que... Donc justement, c'est ces questions des pratiques artistiques que vous interrogez ? Alors, quelles sont les questions que vous allez poser du coup ? Alors, moi j'ai invité beaucoup de monde, donc pendant 2 semaines ça va être ouvert non-stop. Il y a des artistes qui viennent d'ici et d'ailleurs, et c'est leurs propres questions, c'est leurs propres aussi pratiques au-delà de leurs pratiques artistiques qui sont mises en jeu. Donc par exemple, il y en a qui s'intéressent à l'agriculture et à l'écologie, donc on a tout un projet qui a lieu autour du compost, de la graine. Donc a priori rien à voir avec le monde culturel. Exactement, sauf que eux ont été menés par leur propre vie à mélanger ces choses-là. Donc par exemple, par rapport à ça, ils font toute une installation qui va durer 1 semaine où ils vont mettre en place des semences de graines qui vont pousser, qui vont servir en fait à une fête qu'on fait le samedi 29 novembre, qui vont servir à un grand dîner. Et au-delà de ça, ils mettent en place justement un compost qui va être nourri par tous les repas qu'on va faire pendant le bureau des questions importantes. Et tout le programme, c'est à découvrir où ? Sur Internet. Sur Internet, Ouais. sur votre site Internet. Voilà. Appelez-le nous. .ch, donc h.ch. Voilà. Pas facile à dire. Donc du 21 septembre au 6 octobre. Merci Chloé Démétriades et puis bonne suite à vous. Merci. Une expo photographique décalée, c'est ce que propose le photographe Fred Achadourian qui propose ses plus beaux clichés sur des panneaux publicitaires de la ville. Regardez. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des panneaux qui sont là ? J'en sais rien du tout. Non, c'est une bonne question, vous voyez, vous me prenez de court là. On dirait un peu une invitation à rentrer dans quelque chose, mais je dis celle du milieu, là, avec, je sais pas, depuis là, je dirais que c'est une chaussure de ski. C'est très très joli. Moi, je suis photographe de métier à la base. Puis le but, c'est quoi exactement ? Alors, c'est juste de faire une exposition dans la rue, comme ça, gratuite, sur les panneaux d'affichage. Des panneaux fraîchement vernis quelques heures avant par la société Clear Channel et sous l'œil attentif du photographe qui les découvrait pour la première fois. Ça fait monstre plaisir, parce que ça fait 1 an que je bosse là-dessus, donc de les voir poser, c'est vraiment la fin. C'est vraiment l'expo dans la rue, c'était le but, quoi. Et ça s'appelle Métaphora, un projet photographique bien local puisque tous les clichés ont été réalisés à Nyon, ville du photographe, et qu'il a fallu évidemment convaincre les autorités. Mais à la base, ça devait être des panneaux posés selon un parcours bien précis. Par contre, il y a eu un petit peu une peur des oppositions par rapport à cette pose de panneaux. Donc la ville, en fait, m'a proposé d'utiliser une partie des panneaux d'affichage public, en l'occurrence ceux pour la culture. Donc j'ai eu 28 faces de panneaux comme ceux qu'il y a derrière. Ça commence derrière la gare, ça passe à la rue de la gare et ça finit ici, en fait, au bord du lac. L'objectif, sortir l'art des salles d'exposition et des galeries pour le rendre accessible à tous et créer une interaction avec le public. Mais c'est bien si ça fait que les gens se posent des questions. Moi, j'aime bien cette idée, en tout cas, quoi. Je trouve que c'est plus marrant que de marquer exposition, photo, tu vois. Mais c'est vrai que tout est un peu atypique, le cadre, la façon de faire, et les images aussi sûrement, donc ça devient un tout qui est intéressant, je trouve. Ça va ? Je savais pas que ça allait être tout partout. Non, alors pas tout partout, mais en tout cas les 3 là, ils se retrouvent là, celui-là, tu vois, au bol. Ce qui m'intéressait, c'était les petits détails du quotidien, en fait. Je dis un petit peu les miracles du quotidien, comme ça, qui font qu'on est attaché aussi à un endroit. Et évidemment, à travers un cadrage un peu différent, en essayant de trouver une texture aussi à travers l'argentique, je suis arrivé à une esthétique qui me plaisait et qui me semble raconte une histoire. Le tout commence à avoir un côté narratif quand on regarde toutes les photos ensemble. Mon père était photographe, donc j'ai toujours eu, quand j'étais gamin, un petit peu des appareils photos comme ça dans la main pendant les vacances, tu vois, d'été. Mais pas je faisais ça pas de façon artistique du tout. Et en fait, c'est venu assez tard, je pense, vers 30 ans comme ça. J'ai commencé vraiment à lui demander
lui poser des questions sur les techniques, sur le noir et blanc, le labo, comment développer, comment tirer des négatifs, comment tirer une photo sur papier, comment faire des virages. Et puis à partir de là, en fait, j'ai vraiment commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement. Et puis j'ai fait beaucoup de noir et blanc pendant un moment, et là, j'ai de nouveau envie de refaire de la couleur parce que ça me convient mieux en ce moment. À l'avenir, le photographe espère pouvoir étendre son projet à d'autres villes et pourquoi pas y intégrer un aspect social. En attendant, laissez donc balader vos yeux et découvrez Métaphora jusqu'au 15 octobre. Voilà, une exposition également en partenariat avec la ville et puis l'espace de la Grenette et la Ripopée qui a également édité ce petit bouquin avec la suite des œuvres et des photographies de Fred Hachadourian. Pour terminer, quelques dates à ne pas manquer. Tout d'abord, les vibrations de Beaumont qui auront lieu du 21 au 23 septembre. Ensuite, enfilez vos chaussures et entrez dans l'univers des artistes avec le parcours Zigzag Harold du 22 au 23 septembre. Et puis du 29 au 30 septembre à Terre Sainte et Céligny avec un autre parcours artistique, pas zigzag celui-ci. Et enfin, pour terminer, entrer dans l'univers de John Ford et du western à la salle communale de Coppet, les 20 et 21 septembre à 20h. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!